Coucou YouTube, aujourd'hui on regarde le passage de Mathilde Panot sur BFM TV. Elle y est passée vraiment ce matin, donc là on est le 6 et ça parle principalement de ce qui s'est passé au Venezuela. Bon, je pense que vous savez toutes et tous que le Venezuela a été la cible d'attaque de la part des États-Unis et il y a eu le kidnapping de leur président, donc on est dans un cas d'ingérence américaine, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est-à-dire que les régimes change des États-Unis vis-à-vis de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, c'est bon, la classico. Vraiment la classico. Les États-Unis, c'est absolument de leur histoire, dans leur ADN, d'appliquer des sanctions sur les pays de l'Amérique du Sud et centrale afin que ces pays sombrent dans la précarité, la pauvreté, que les gouvernements n'en puissent plus par rapport à ça, afin en parallèle de bombarder de propagande anti-gouvernementale, de propagande pro-américaine ces populations-là, pouvoir légitimer après leur action, que ce soit par un coup d'État, une invasion, le placement de gouvernements fantoches pour pouvoir arranger aux États-Unis sa pérennité sur tout le continent américain. C'est vraiment la classique. Et donc là, c'est ce qui se passe au Venezuela. On a du coup le président Trump aux États-Unis qui, sous justification il y a du pétrole, on va aller prendre le pétrole parce qu'ils veulent pas nous le vendre, alors on va aller le prendre de façon à pouvoir maintenir le prix du baril américain à un certain niveau. Parce qu'il est question de ça, hein, c'est aussi une lutte économique par rapport à la Chine qui était le principal acheteur du pétrole vénézuélien, alors que le Venezuela était bloqué, était sous embargo américain et ne pouvait plus utiliser, ne pouvait plus vendre sur les marchés américains et une partie des marchés occidentaux en général. À ça, on ajoute aussi tout un tas de sanctions sur, par exemple, le matériel médical que les États-Unis avaient appliqué sur le Venezuela, ainsi que le gel d'à peu près, je crois que c'est presque 2 milliards de dollars d'avoirs vénézuéliens qui a été détenu par les banques britanniques. Donc voilà, c'est tout un système de sanctions qui mène à la pauvreté dans le pays. Et puis après, on trouve une justification bidon, que ce soit le pétrole, que ce soit c'est un gouvernement illégitime, c'est un dictateur, c'est pour imposer la démocratie, etc. Quel que soit le truc, on est vraiment dans ce cas classique de classique des États-Unis qui se font la police du monde et qui se permettent de s'en foutre complètement à la fois du droit international, qui n'a d'utilité que pour les pays du Sud, hein, évidemment, parce que les pays du Nord, l'Occident, eux, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre du droit international, et se permettent du coup de toutes ces séries d'ingérences, de coups d'État, de prises d'otages. Voilà, on rappelle que cette attaque sur le Venezuela, dans les médias, on parle surtout du président Nicolas Maduro, donc Nicolas Maduro, sans l'accent du coup, qui a été kidnappé par les États-Unis, mais on parle très 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 peu des, selon les sources, 40 à 80 morts de Vénézuéliens et Cubains à Caracas dans cette attaque-là. Voilà quoi, grosso modo. On regarde le passage de Mathilde Panot, ça va être, je suis sûr, très intéressant. On a déjà dit beaucoup de choses dans la première partie de ce live sur la question, je pense que je vais beaucoup me répéter, mais voilà, c'est pour vous YouTube, vous êtes privilégiés, alors que les gens du chat Twitch, oh là là, comme je vous exècre, comme je vous déteste. Il faut que je vous aime, vous êtes mes petits loulous, mes petits lapinous, mes petits... Ouais, mes petits bouts de chou. Bref. Oui, c'est vous. Mais oui, c'est vous. Vous êtes des bons viewers. Mais oui, oui, oui. Je vous fais des petites papates sur la tête. Mais go la vidéo là. Allez. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Bonne année. Vous êtes présidente du groupe LFI. Et bonne santé. Et pas les pieds. Hein? Je suis désolé, c'est un sujet sérieux en plus. Pardon. Je me reprends.
à l'Assemblée nationale. De très nombreuses questions à vous poser ce matin, à la fois sur la situation internationale, évidemment l'arrestation de Nicolas Maduro, l'Ukraine, mais aussi le budget. Un point d'abord, parce que vous êtes vous-même élu du Val-de-Marne, vous êtes arrivé en voiture, ça allait? Oui, ça allait. J'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à être extrêmement prudents. Oui, parce qu'il neige, il fait froid, tout ça. Aglagla, les routes, les voitures, c'est bien. On s'en va les couilles, le Venezuela, Et s'il je vous plaît. voudrais surtout avoir une pensée pour celles et ceux qui, aujourd'hui encore, dorment à la rue. Il y a eu... Oui, ok, pardon, d'accord, c'est important. Oui, c'est important. Oui, force. D'accord. La nuit de Noël, Morgan, 35 ans, un homme qui est mort de froid à Reims. Il y a eu le 30 décembre, Fernand, 72 ans, qui est mort à Paris. Et malheureusement, la liste est longue puisque nous avons au moins 7 personnes qui sont décédées du froid ces 2 dernières semaines. Et le collectif... Il y a quelques centimètres, ça bloque le pays. Oui, après, il y a, effectivement, que ce soit pour les périodes de froid ou les périodes de canicule, etc., je veux dire, toute l'infrastructure, il n'y a rien qui est fait pour que ça puisse tourner. Je veux dire, évidemment, ça coûterait de l'argent public, donc rien n'est fait. Par contre, effectivement, qu'elle aille sur. Enfin, qu'elle mentionne ces personnes qui sont mortes de froid, qui dormaient dans la rue, c'est extrêmement important. Et en fait, on n'en parle pas trop, quoi. Il y a toujours quelques articles de journaux qui parlent des personnes qui meurent à la rue, mais jamais rien n'est fait pour eux. Et d'ailleurs, la loi Kasbarian, qui est ministre du logement là. Enfin, il était ministre du logement là. Je ne sais pas s'il l'est toujours actuellement, mais a été absolument dramatique vis-à-vis du nombre de gens qui se sont retrouvés à la rue, jetés de leur logement par rapport à ça. C'est-à-dire que cette loi Kasbarian, elle a augmenté drastiquement le nombre de personnes SDF dans le pays depuis quelque temps. collectif des morts à la rue parle de 912 personnes qui sont mortes de la rue, de l'inection de ce En gouvernement. 2025? En 2024, c'est les chiffres de 2024, les chiffres de 2025 viendront un peu après. C'est un record, malheureusement. C'est Jean Brun, le nouveau ministre du Logement. D'accord. Mais du coup, la loi, c'était bien la loi Kasbarian, où c'était pendant le mandat... C'était pendant quel gouvernement Je sais plus, mais lui, c'est vraiment une immense merde. Hein. Vraiment... C'est avec sa moustache, là, ce larpeur franchouillard, la bonne France, mon cul, là. Bayrou, surprenant. Je sais pas si c'est Bayrou, mais ça me surprendrait à zéro. Enfin, bref. La plus âgée d'entre elles avait 93 ans, les plus jeunes d'entre eux avaient quelques jours. Et c'est une indignité absolue que dans la France, 7e puissance mondiale, il y ait encore des gens qui soient condamnés à mort en vivant à la rue de cette manière. Et donc j'appelle à faire respecter, à la fois à faire ouvrir les bâtiments publics et à faire respecter la loi de réquisition qui date de 1946 et qui a été utilisée la dernière fois en 1999. À l'époque, il y avait 1000 bâtiments qui avaient été réquisitionnés. Je rappelle que la réquisition, contrairement aux cris d'orfraie Des bâtiments qui sont publics, faits, C'est fou quand même. Les insoumis, ils connaissent des lois que personne connaît. Ils sont trop forts. Genre les assistants parlementaires, c'est fou avec leurs petites lunettes rondes qui sont en train de fouiller dans toutes les lois. Ils les connaissent toutes par cœur. Et oui, actuellement, il y a une loi de 1946. Ils sont trop forts. des bâtiments privés. ce sont des bâtiments privés. À l'époque, c'était des bâtiments des assurances et des bâtiments de compagnies financières. En vrai, avec cette météo, il faudrait aussi parler des conditions de travail des livreurs aussi. Bah, des conditions de travail je veux dire, en général de toutes les personnes qui travaillent dehors. En fait, hein, Et alors, les livreurs, je veux dire, en termes de protection sociale, en termes d'heures qu'ils doivent faire, je veux dire, c'est déjà un enfer de base, mais alors sous ce temps, quelle dinguerie, tu vois. Déjà, par exemple, dans le bâtiment, sous cette météo-là, tu travailles pas. Hein. Tu travailles pas en extérieur dans la majeure partie des cas, mais parce que ils sont aussi couverts par le code du travail et qu'il y a des lois, des articles qui parlent de travailler dans à une certaine température. Dites-vous, il y a même des trucs dans. Je me souviens quand j'étais lycéen, où il faisait très très froid dans les salles de cours. Et il y en avait qui étaient là à dire oui, alors j'ai lu cet article sur internet qui dit que s'il fait moins de 15 degrés, et ben ils n'ont pas le droit de nous faire cours et on doit rentrer chez nous.
Oui, bon, en gros, ce genre de truc, ça existe vraiment, hein, pour les travailleurs du bâtiment, etc., ce genre de choses. Mais force évidemment à tous les travailleurs qui ne jouissent pas de ces protections-là. Je pense notamment, principalement aux livreurs évidemment, mais aussi aux éboueurs qui doivent continuer de travailler, hein, quand même. Il faut que ça continue à tourner. Et force évidemment à tous les éboueurs qui font un travail qui est dur et qui est d'une importance capitale. Il y avait donc 1000 bâtiments, que c'est des réquisitions qui sont temporaires, avec indemnisation du propriétaire, et qu'il y a 3 millions de logements vacants dans ce pays. Donc il faut mettre d'urgence tout le monde à l'abri et faire en sorte que tout le monde ait un toit. Application donc de la loi. C'est pour ça, nationalisons et réquisition de tous ces logements vides qui ne servent qu'à engraisser les bourgeois. Voilà la vérité. De réquisition immédiate. Oui, et vraiment, je fais un appel solennel aujourd'hui parce que des vies en dépendent et nous voyons que nous avons des températures négatives un peu partout dans le pays, que nous avons une vague de froid qui malheureusement va se continuer et que face à l'explosion du sans-abrisme, notamment des enfants, il y a une responsabilité de ce gouvernement et de l'ensemble des pouvoirs publics de mettre tout le monde à l'abri. Coupable de ces condamnations à mort. Oui, moi j'ai honte de voir que là encore, dans un pays aussi riche que le nôtre, nous avons un président de la République qui, je le rappelle, est arrivé en 2017 en disant dans un an, plus personne ne dormira à la rue. Faudrait vraiment, je pense, ça a sûrement déjà été fait, mais il faudrait qu'il y ait une liste des trucs que Macron a dit qu'il ferait. Tu sais, dans le même genre de oui, le féminisme sera le grand truc de mon quinquennat. Et puis il a redit pour le deuxième quinquennat alors que rien n'avait été fait. Oui, le féminisme sera la grande cause de ce second quinquennat, la grande cause nationale. Oui, allez, super. Quelqu'un qui défend Darmanin et qui défend Depardieu, entre autres. Mais bon, imagine que celles qui demandent ça sont des salconnes. #salconnes. Eh bien, nous avons une explosion du sans-abrisme jamais vue depuis 70 ans dans ce pays. Donc maintenant, ça suffit. Il existe une loi qui s'appelle la loi de réquisition, qui permet de réquisitionner temporairement. Vous savez, sur les 3 millions de logements, pour être très précise, il y en a 1,2 million qui sont vides depuis plus de 2 ans. Donc, il n'y a aucun problème à aller réquisitionner ces logements et à faire en sorte que les personnes qui sont aujourd'hui à la rue puissent juste survivre. Je rappelle, évidemment, on parle de l'hiver et on en parle lors de la vague de froid, mais il y a malheureusement autant de gens qui meurent aussi lors des vagues de canicule. Oui, parce qu'il faut pas réquisitionner que... c'est-à-dire, c'est pas genre... On réquisitionne juste pendant qu'il fait froid et pendant qu'il fait chaud. Non. Les logements comme ça qui sont pas occupés et qui sont détenus par des grands bourgeois qui veulent faire de la spéculation dessus ou les mettre en location en Airbnb, je sais pas quoi là. Non. On prend et on loge les personnes sans abri gratuitement dedans. Ils n'ont rien à payer, ils ont leur logement. Mais oui, parce que ce logement ne servait à rien avant. Donc parfait. Pub bête. Désolé pour la pub, pardon. Mathilde. Il fallait s'abonner, donc n'hésitez pas surtout. Et sur YouTube également, abonnez-vous et cliquez sur la cloche et mettez un pouce bleu et mettez un commentaire qui dit un truc con comme par exemple pied qui pue. Voilà. Bref. Panneau, Nicolas Maduro a été présenté à la justice américaine hier. Je suis toujours le président de mon pays, voilà ce qu'il a déclaré. Il reste en prison à New York jusqu'à sa prochaine audience le 17 mars. Il plaide non coupable à toutes les charges. Vous avez écrit à Sébastien Lecornu pour demander un débat parlementaire sur le Venezuela. À quoi bon ? À quoi bon ? Eh bien, à beaucoup de choses. D'abord parce que le président de la République ne peut pas décider seul de la politique étrangère de la France. Et je crois que l'Assemblée nationale a des choses à dire et une voix de la France. Ouais, bon, après, c'est encore une fois, c'est la 5e République, tu vois. Où c'est la façon dont, d'ailleurs, on apprend, dont moi, j'avais appris en cours d'éducation civique, le rôle du président de la République dans la 5e, c'était... En gros, le gouvernement, c'est l'exécutif. Donc eux, ils appliquent les lois qui sont votées par le Parlement, qui est le pouvoir législatif. Et le président, en fait, n'a qu'un rôle, un rôle représentatif et diplomatique. C'est lui qui fait
qui représente la France à l'étranger. Donc déjà, nous, de la façon, bon, c'est pas du tout comme ça dans la réalité, puisque c'est bon, le président et le gouvernement qui font tout et qui s'occupent de tout en s'en battant les couilles du reste. Mais déjà à l'époque, on nous apprenait que non, les trucs diplomatiques, les relations internationales, c'est le président qui gère. Alors bon, est-ce que vous pensez que Macron, ce petit dictateur de merde là, va s'empêcher de choisir de lui-même? Il choisit déjà toute la politique lui-même en fait. Bon, c'est censé être le chef d'orchestre, pas le main vocaliste. Mais bon, c'est Macron, et oui. France a réaffirmé, d'autant plus fortement que la voix de la France a fortement manqué vis-à-vis de la tradition que nous avons sur cette question. Bah oui, vous avez vu ça, genre Macron qui fait... C'est-à-dire que déjà, vous avez le ministre des Affaires internationales, je crois que c'est ça l'intitulé du ministère, enfin bref, qui fait un tweet en mode qui dit juste oui bon, les États-Unis ça va contre le droit international, c'est pas bien, mais bravo quand même pour Maduro. Et Macron qui arrive vraiment en mode j'en ai plus rien à foutre, je m'en bats les couilles, je vais sucer cette bite, je vais prendre la bite de Trump et la mettre dans ma bouche jusqu'à ce qu'elle me rentre dans la glotte. C'est ça qu'il a dit, Macron. C'est écrit noir sur blanc dans son tweet, hein, sachez-le. Non, vraiment, il y a même pas un seul mot pour dénoncer les États-Unis dans sa prise de parole. C'est vraiment en mode bravo, champion, le Venezuela est enfin libre de ce dictateur. C'est vraiment, vraiment ça. C'est juste une dinguerie. Une dinguerie. Et là, apparemment, il est revenu, il y a quelques heures, il est revenu un peu sur les propos en disant c'est quand même pas bien les États-Unis, doucement quand même. Mais parce que les États-Unis parlent de prendre le Groenland. Donc évidemment, maintenant, bah oui, t'as sucé la bite, maintenant elle est au fond de ta gorge. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux plus parler? T'es là en mode super, bravo. Puisque le président de la République a non seulement été incapable On est extrêmement sérieux et professionnel ici. Il n'y a que de l'analyse diplomatique de haut vol. de condamner des violations du droit international extrêmement graves, mais il a même été incapable de nommer Donald Trump et les États-Unis comme étant les agresseurs. Oui. Nous sommes face à une situation qui est extrêmement préoccupante. Il y a dans ce qu'a fait les États-Unis trois violations de la Charte des Nations Unies. La première, c'est d'agresser militairement un pays sans avoir l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. La deuxième, c'est d'avoir kidnappé un chef d'État en exercice et sa femme pour l'emmener aux États-Unis. Et cela s'appelle un enlèvement et non une capture, comme on le dit régulièrement. Oui, non, mais c'est ça. J'avais lu un article de Le Monde et qui en parlait et qui disait le président déchu. Mais il n'a pas été déchu en fait. Il n'a pas été déchu par sa population. Il n'a pas été démis de ses fonctions. Non, il a été enlevé. Il a été kidnappé. Malheureusement en utilisant les mots de l'administration trumpienne. Et la troisième, c'est de bombarder des civils, et je le dis puisque j'ai entendu sur certains médias qu'il y avait 0 mort dans cette opération, dont on... Oui, les gens qui étaient là en position... Et n'empêche, les États-Unis, ils font le travail très très bien parce qu'il y a 0 mort, ils sont trop forts, vraiment, vraiment, bravo. Il y a eu entre 40 et 80 morts, selon les sources, de Vénézuéliens et Cubains. À Caracas dans cette opération. Voilà, entre 40 et 80 morts. Mais c'est rien, j'imagine. De toute façon, c'est des Vénézuéliens et des Cubains. Qu'est-ce que les médias en ont à foutre? Qu'est-ce que les hommes politiques en France en ont à foutre de la vie de personne, en fait? Alors que s'il y avait eu genre un seul soldat américain qui avait été ne serait-ce que blessé pendant l'opération, mais ça aurait été genre un prétexte de guerre en fait. C'est lunaire. La vie des gens n'a aucune valeur à leurs yeux. Et il y a Farine du coup qui est d'accord avec moi. Elle est très d'accord. Vente les mérites et je ne sais quoi. Il y a la garde rapprochée de Nicolas Maduro entre 40 et victimes. 80 morts dans cette opération. Pourquoi est-ce que c'est si grave cette opération et cette agression qui a été faite par les États-Unis? D'abord parce que les États-Unis sont en train de renouer avec un impérialisme qui est extrêmement violent et qui n'a rien à... Renouer
Bon. C'est-à-dire que il n'y a pas un seul président des États-Unis qui n'a pas été mouillé dans une guerre, un coup d'État ou un génocide. Bon voilà. Est-ce qu'on parle de Biden, qui était juste avant, et de son soutien éternel et indéfectible à l'État d'Israël qui génocide les Palestiniens? Est-ce qu'on parle de Obama et ces frappes de drones sur des mariages? Est-ce qu'on parle de Bush Junior? De W. Bush, pardon. Bon. À voir ni avec le narcotrafic qui est un prétexte, ni avec la démocratie comme on essaye de nous le faire croire en Europe, mais qui a tout à voir avec le pillage des ressources naturelles du Venezuela et donc du pétrole. Oui. D'ailleurs, Trump le dit lui-même directement. Bah oui. Le 19 décembre, il a dit « Nous allons récupérer le pétrole ». Et la deuxième chose, c'est que si on accepte que le droit international est à géométrie et à géographie variable. Alors, on légitime les coups de force, on légitime ensuite derrière ce qui se passe sur l'Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en République démocratique du Congo, et ce n'est pas possible. Et après, de toute façon, en fait, le droit international, ça n'est pas un outil qui est qui doit être respecté par les Occidentaux. Le droit international, en fait, c'est un outil qui existe pour pouvoir donner un cadre aux pays du Sud lorsqu'ils ont des conflits entre eux, mais l'Occident peut s'en battre les couilles. Parce que systématiquement, l'Occident enfreint le droit international. Et du coup, on est tous là à se dire oui, ça va contre le droit international, c'est pas bien, il y a des condamnations de la Cour pénale internationale, il y a des différents pays, des différents ambassadeurs qui disent oui, c'est pas bien, etc. Mais rien de plus, rien ne se passe. L'Occident peut en fait se permettre de n'en avoir rien à foutre du droit international. Et ça a été construit comme ça en fait. Ça a été construit comme un peu on donne une croquette aux pays du Sud pour leur faire croire que en fait ils ont leur place à la table. Et vous pensez que vraiment genre l'ONU où t'as 5 pays qui ont droit de veto, que t'as je me souviens plus exactement comment est-ce que c'est composé, je crois que c'est 5 pays permanents, c'est ça? 5 pays permanents qui sont bon des pays occidentaux hein, évidemment. Qui ont le droit de veto sur tout le reste. Et tu vois bien comment est-ce que ça se passe. À chaque fois qu'il y a une décision à prendre, un truc de l'ONU à voter, où tu as systématiquement au moins 2, mais toujours les deux mêmes, États-Unis, Israël qui votent contre. Et les États-Unis qui met son veto sur tous les trucs qui concernent l'Israël, par exemple. Le droit international n'est pas fait pour que les Occidentaux le respectent. La France ne peut pas C'est participer. pour ça que l'argument légaliste, moi je le vois vraiment en mode bon, c'est bien, mais t'as dit quoi en fait par rapport à ça? Oui, d'accord, c'est pas légal d'avoir enlevé, d'avoir kidnappé un président. D'accord. Mais par exemple, faire mener une guérilla contre des troupes d'invasion américaines, c'est peut-être pas légal non plus. Bon. Et encore, le cadre légal, en fait, il change et il est soumis à genre plein de trucs différents. Genre, dites-vous bien que de la même façon que, je veux dire, les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants en France face au pouvoir nazi, ah, c'était pas légal ce qu'ils faisaient. C'est fou, hein. C'est fou quand même. À cela et doit donc condamner fortement. Il ne peut pas être raciste, c'est illégal. Oui. Saviez-vous, le racisme est un délit. Super. Maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Bon. L'argument légaliste, ça sert surtout à faire les bons élèves dans les médias. Oui, c'est ça. Et à part ça, en fait, il n'y a pas de valeur en termes de pouvoir, d'hégémonie, d'impérialisme, tu vois. Ça n'a aucun intérêt. Et en plus, il y a bien genre un pays qui s'en bat les couilles du droit international, tout ça, c'est bien les États-Unis, quoi. Bon, la France, on est bien aussi, hein. Ne l'oublions pas.
ce qui s'est passé avec les États-Unis. Vous le dites ce matin, vous aimeriez pouvoir le dire effectivement lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Vous irez jeudi à l'Élysée. Il vous convoque non pas sur cette question-là, mais sur la question de budget. l'Ukraine. Vous répondez. Ah non, sur l'Ukraine, d'accord. Parce qu'il y avait une convocation aussi sur le sujet du budget. Et je crois que LFI, ELV et PCF ont dit on n'ira pas, allez vous faire foutre. J'imagine qu'ils vont en parler après. Je savais pas qu'il y avait une convocation sur l'Ukraine aussi. Vous répondrez présente à cette rencontre? J'y serai, avec le chef de comme l'État à chaque fois que nous parlons des sujets. Après, vraiment, pareil pour l'Ukraine, c'est marrant parce que du coup, vous avez Zelensky qui a communiqué sur le Venezuela pour dire bravo, bravo les États-Unis, bien joué, bravo. Oui, regardez, je suis bon élève. Envoyez-moi des armes, s'il vous plaît. Et t'avais plein de gens qui étaient là, genre complètement délus, à se dire mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Alors que eux, ils se font envahir. Ils devraient être du côté du Venezuela, qui se font attaquer également. Et bon, vous n'avez pas compris que l'Ukraine c'est aussi la bite des États-Unis parce qu'ils comptent sur des livraisons d'armes. Mais bon. Sujets internationaux, nous avons répondu présent, et j'y serai notamment pour rappeler d'abord l'importance du droit international, la honte que nous a fait Emmanuel Macron en ne faisant pas respecter, y compris le multilatéralisme autour de l'ONU, et j'en profiterai évidemment pour demander des réponses sur le Venezuela, mais aussi, je vous le dis Madame de Malherbe, sur le Mercosur, puisque vous le savez, le Mercosur a été décalé, oui, c'est vrai. Et le Mercosur, c'est donc le plus grand traité de libre-échange négocié. Parce qu'on en avait parlé au moment des manifestations des agriculteurs. Revenir, la colère des agriculteurs ne retombe pas. Hein. Exactement, et ils ont bien raison. Et donc, nous ne voulons pas que ce soit décalé peut-être à mi-janvier pour une signature, mais nous voulons que cet accord ne se fasse jamais. Vous demandez toujours le retour immédiat de Maduro au Venezuela? Oui, nous demandons sa libération, et je crois que tous ceux qui ne demandent pas sa libération... Oui, le retour au Venezuela. Le retour au Venezuela. Oui, bien sûr, mais sinon ça veut dire que vous cautionnez un kidnapping. Vous souhaitez pour les Vénézuéliens qu'ils aient Maduro à la tête de l'État? Mais ça, ce n'est pas... Écoutez, Madame de Malherbe. Au moins qu'ils soient libérés par les États-Unis, en fait. Et puis après, ce que fait le peuple vénézuélien, en fait, ça n'est pas de notre ressort. Nous, en tant qu'Occidentaux, je veux dire, quel mot, quel droit est-ce qu'on a à dire au peuple vénézuélien ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire? Là, actuellement, alors ce qu'on voit, c'est que récemment, alors pas le premier jour, parce qu'en fait, quand il y a eu les attaques, les rues de Caracas, elles ont été vides pendant quasiment toute la journée, parce que les gens étaient consternés, que les gens avaient peur, savaient pas si c'était terminé ou pas, et du coup, il n'y avait pas grand monde dans les rues. Par contre, dès que les gens ont commencé à sortir, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la population mène d'immenses manifestations pour le retour du président Maduro. Et pas seulement la population pro-Maduro qui aurait voté pour lui, etc. Même l'opposition là-bas sur place. Je ne parle pas de l'autre traîtresse qui a gagné le prix Nobel de la paix. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'elle qui est en dehors du Venezuela, est en train de négocier et de supplier Machado, exactement, de supplier Trump à ce qu'il envahisse son propre pays. Vous vous rendez compte du niveau de trahison? Et elle a été décernée le prix Nobel de la paix. Hein. Si seulement c'était la première fois que l'organisation Nobel décernait un prix Nobel de la paix à quelqu'un qui est un meurtrier de masse. Obama. Bref. Mais oui, elle, et en plus, elle est. Genre, c'est terrible parce que elle qui espérait de tout cœur, en invitant Trump à capturer, à faire des attaques sur son propre pays, elle espérait pouvoir récupérer le pouvoir après. Trump lui a dit non. Parce que quand tu as gagné le prix Nobel, tu ne me l'as pas donné. Et du coup, maintenant, elle est en mode non mais je vais te le donner. T'inquiète, je vais te le donner. C'est vraiment, c'est genre la trahison la plus pitoyable de l'histoire. Ça a sucé à perte. Vraiment, ça a sucé à perte. C'est lunaire.
Lunaire. Je suis une responsable Mais du coup, oui. politique. Ce que je disais, c'est que là, actuellement, on voit des manifestations de Vénézuéliens au Venezuela, je veux dire, qu'ils soient pro ou anti-Maduro, ils demandent la libération de Maduro. Ce qu'on a vu, par contre, le jour même de l'attaque, c'est tout un tas de vidéos et de tweets, tout ça, qui d'ailleurs viennent de comptes. Alors, je vais pas non plus faire le complotiste en mode oui, c'est la CIA, etc. Mais bon, on s'est retrouvé avec des vidéos faites par IA qui montrent regardez, les Vénézuéliens sont dans la rue, ils fêtent le départ de leur président. Bon, c'est fait par IA. Ou c'est des manifestations qui datent d'il y a plusieurs mois et qui n'ont aucun rapport avec ça. Ou c'est des Vénézuéliens expatriés. Donc qui soit se sont fait jeter du pays parce que c'était de grands bourgeois et que sous Chavez ça se passerait pas comme ça, ma bonne dame, ou qui sont partis à cause de la pauvreté du Venezuela. Pauvreté qui ne vient pas de nulle part. Il faut savoir que dès 2006, il y a eu des sanctions américaines sur le Venezuela. Alors c'est des sanctions sur le terrain de l'armement militaire, mais c'est déjà un premier pas pour exclure progressivement le Venezuela du marché occidental par le biais des États-Unis, du marché états-unien en tout cas. Et en 2017, il y a eu un embargo qui a été posé par les États-Unis sur le Venezuela. Et là, c'est genre le Venezuela se retrouve quasiment coupé du monde, à ne plus même pouvoir acheter de fournitures médicales. Donc on parle de ça, tu vois. C'est vraiment, quand on parle de sanctions américaines, on parle de ça. Donc évidemment que dans ces conditions-là, de la même façon que ça a été le cas à Cuba, ça a été le cas dans plein d'autres pays, surtout d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, on se retrouve avec un pays qui devient de plus en plus pauvre, où le gouvernement est dans l'incapacité, à cause des sanctions et à cause de l'embargo, de remplir les besoins de la population. Donc la population fuit, en blâmant le gouvernement, appuyé par tout un tas de propagandes américaines qui disent « Regardez, votre gouvernement est corrompu, votre gouvernement ne peut pas s'occuper de vous, c'est bien la preuve que le socialisme est un échec, etc. » Tout ça. Du coup, dans ces manifestations qu'on a pu voir, des Vénézuéliens expatriés, évidemment qu'ils détestent Maduro et qu'ils sont contents que Maduro soit parti. Ils ont été abreuvés à la propagande américaine, ou ce sont des grands bourgeois qui ont été évincés du pays. Faut regarder d'où est-ce que les gens parlent en fait. Les trucs du concernisme parce que c'est ça qui nous ont sorti en plus. Concernisme de oui mais regardez en fait les Vénézuéliens ils sautent de joie. Quels Vénézuéliens? Voilà, c'est déjà la première question à poser. Et maintenant ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Vénézuéliens au Venezuela, qu'ils soient pro ou anti-Maduro, demandent le retour du président. Et après, moi, je veux dire, en tant qu'occidental, je veux dire, peut-être que Maduro, pas président parfait, il y a eu de l'autoritarisme, hein, je veux dire, effectivement, mais ça n'est pas ma place d'occidental de dire, de dicter à une population qu'est-ce qu'elles doivent ou ne doivent pas faire ou attendre. C'est encore une fois, les peuples doivent être libres d'eux-mêmes. Si le peuple vénézuélien veut le retour de Maduro et l'évincer, qu'il ne revienne pas au pouvoir, soit. S'ils veulent qu'il revienne et qu'il reste au pouvoir, soit. Si, quelle que soit leur volonté, moi je reconnais la volonté du peuple qui s'exprime. Et après, quels que soient leurs moyens, c'est pas moi, en tant qu'occidental, d'aller distribuer les bons points en mode tiens, c'est bien. Là, Maduro, ah non, c'est un dictateur, du coup pas bien. Genre, voilà quoi. Ça n'est pas mon rôle en tant que militant anti-impérialiste de dire au peuple comment est-ce qu'ils doivent se comporter ou non. Enfin bref, on en a longuement parlé dans la première partie du live, donc si sur YouTube il vous manque des éléments, on en a parlé pendant presque 1h30, c'est sur la VOD Twitch qui devrait être disponible, donc n'hésitez pas. Française
Ce n'est pas à moi de dire qui doit être tel ou tel dirigeant d'un pays. Mais je veux alerter solennellement. Lorsque la France, et elle a eu bien raison, lorsque la France s'est honorée à dire non à la boucherie qui avait été décidée par Bush Junior en 2003 en Irak. Lorsque la France a fait cela, et elle a refusé de participer à cette guerre, elle ne l'a pas fait en soutien à Saddam Hussein. Elle l'a fait au nom de principes intangibles du droit international. Et la France doit s'honorer justement à faire respecter ce droit international. Parce que si on commence à demander qui sont les régimes autoritaires dans le monde, et ensuite qui peut décider qui doit enlever et kidnapper tel ou tel président en exercice, je vous assure que là, c'est la loi du plus fort qui supplante le droit international et que le monde est alors en grand danger. Et vous avez... Bon, après, c'est de fait déjà le cas quand tu as les États-Unis qui se permettent de faire tout et n'importe quoi et de bloquer toute décision internationale. Toute législation internationale, je veux dire, c'est comme ça depuis très très longtemps. Hein. Les votes sur les cartes à l'ONU, où t'as 2 pays en rouge sur la carte, c'est les États-Unis et Israël. Bon, on en a vu quelques-unes. Hein. Vous avez d'ailleurs vu que le Groenland est menacé, que le Mexique est menacé, je vous interroge pas là-dessus, la Colombie est menacée. Je vous interroge sur la nature du régime de Maduro. Oui, pardon, j'avais dit la Bolivie et c'est la Colombie, ça m'était sorti de la tête. Mais du coup, je sais pas en Bolivie ce qu'il en est. Je me souviens plus. J'ai peut-être lu un truc dessus, mais ça m'est sorti de la tête. C'est la Colombie où tu avais Trump qui disait il ferait bien de faire attention. De la même façon que voilà, Trump disait il ferait bien de faire attention au président colombien. Il disait la même chose à la présidente mexicaine. Il disait la même chose au Danemark pour le Groenland. Et il dit aussi du coup, c'est Delcy González, c'est ça ? La vice-présidente de Maduro qui actuellement a le pouvoir par intérim au Venezuela. Je crois que c'est ça, Delcy González. Lui disait, si tu vas pas dans notre sens, on te fera bien pire que ce qu'on fait à Maduro. Voilà, en termes de terrorisme, ce à quoi s'élèvent les États-Unis. Et sur la répression qu'il a fait de son propre peuple, est-ce que vous considérez... C'est-à-dire que bon, quand on parle de Israël État terroriste, ils tiennent pas ça de nulle part, hein, évidemment. Et nous, en Occident, on est aussi mouillé là-dedans. Hein. Je veux dire, c'est notre ADN hein, de ces pays, de nos pays occidentaux, de commettre ce genre d'atrocité. Hein. Je veux dire, on n'est pas en dehors de toute critique vis-à-vis de ça. Cet impérialisme, c'est le nôtre. Vous considérez toujours que Maduro est une source d'inspiration? Alors ça, vous parlez d'un tweet de 2013 de Jean-Luc Mélenchon, mais je vais vous dire. Alors, il y a plusieurs choses. Le tweet, il a 13 ans. Le tweet, il peut jouer à Fortnite et à Roblox. Genre, qu'est-ce que... C'est une dinguerie. D'abord... Après, il a raison. Le vieux... En 2013, je vous rappelle que c'était Chavez qui était au pouvoir et que Chavez est le premier qui, dans ce pays, a décidé de socialiser les ressources de pétrole et de faire en sorte que l'argent du pétrole aille au peuple vénézuélien, sortant ainsi... Est-ce qu'il est vraiment arrivé au peuple vénézuélien, cet argent du pétrole sous Chavez. Alors, celui de Chavez, oui. Et celui de Maduro, mais quand tu as les États-Unis d'Amérique qui te privent d'accès au marché international... je veux dire, c'est fou en fait, c'est fou. Oui, bien sûr, il y a 5 millions de personnes qui sont sorties du seuil de pauvreté. Mais je vais vous dire... Oui, parce que le bilan de Chavez c'est très bon. Hein. Le bilan de Chavez c'est vraiment, genre c'est une dinguerie comment le pays a progressé, mais comme Cuba malgré l'embargo, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as un pays socialiste qui se tient, d'autant plus en Amérique latine, c'est bizarre. Tous les chiffres vont au vert. Peut-être pas les chiffres des fortunes de la bourgeoisie, mais bon. Comment vous expliquez qu'un tiers des Vénézuéliens aient quitté leur pays? Eh bien, parce que peut-être que depuis 10 ans, il y a une pression incroyable dans ce pays du fait de l'embargo des États-Unis et des sanctions qui sont décidées. Oui, allô, oui.
Genre, il y a... non mais tout est la faute des États-Unis dans cette histoire. Que ce soit l'embargo, que ce soit l'instabilité politique, que ce soit l'attaque, je veux dire, à quel moment est-ce que les Vénézuéliens sont coupables de quoi que ce soit? Ils sont coupables de mener une politique socialiste. Voilà. Je pense qu'il y a une mise sous pression du régime vénézuélien, oui, qui est due aux sanctions des États-Unis. Samedi, une mission des Nations Unies, mandatée depuis 2019 par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a publié un communiqué, je vous le cite, la nécessité de garantir que l'ancien dirigeant vénézuélien rende des comptes sur ses violations, dont des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des tortures, des crimes contre les droits humains et des crimes contre l'humanité commis par son gouvernement. Oui, mais très bien. Bah oui, mais est-ce que du coup, ça légitime les États-Unis de faire ce qu'ils font? Encore une fois, moi je défends pas Maduro, etc. Moi je défends la volonté du peuple vénézuélien. Si le peuple vénézuélien souhaite que le président revient, mais c'est pas aux États-Unis d'agir en tant que gendarme du monde, que policier, et se permettre d'enlever quiconque chef d'État lui déplaît, surtout que c'est pour du pétrole, et Trump le dit haut et fort, c'est pour du pétrole, c'est une question d'impérialisme et de prédation sur les ressources naturelles. Et en plus de ça, genre, c'est quand même osé. C'est quand même osé. Genre, Maduro, il n'y a pas genre de mandat d'arrêt de la Cour internationale de justice sur lui. Hein. Netanyahou, hein, par contre. Donc, franchement, osé. Honnêtement, c'est quand même un peu fort de café. Et de toute façon, la propagande impérialisme en Occident, c'est du début à la fin. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Genre, les pays du Sud, tenez-vous sages. Et nous, on fait ce qu'on veut. Nous, on fait ce qu'on veut. On continue de vous exploiter. On continue de vous punir si vous n'allez pas dans notre sens. À vous restreindre, vous sanctionner. Dès que vous voulez faire une politique qui contrevient à notre façon de voir le monde et d'imaginer la place centrale de l'Occident dans le monde, c'est systématiquement ça. Et les États-Unis en première ligne. Le nombre de fois où tu as les États-Unis qui ont mené des coups d'État, qui ont armé des groupes terroristes, qui ont mis en place des gouvernements factices pour pouvoir continuer la prédation sur les ressources et avoir des bases aussi, parce que c'est une question d'impérialisme, les bases américaines un petit peu partout, c'est aussi ça. Tout ça, c'est une question d'impérialisme américain. Et puis du coup, pourquoi les USA attaquent pas genre l'Arabie Saoudite ou même la Russie? Bah parce qu'ils ont des accords avec. Bah oui. C'est vraiment l'hypocrisie la plus totale. Mais parce que, genre, t'as de toute façon tout un tas de légitimations de oui, mais Maduro, dictateur autoritaire. Oui, mais du coup, c'est pour libérer le peuple. Oui, mais c'est pour leur offrir la démocratie. Oui, mais c'est pour que ceci, c'est pour que cela et tout. Le fond du fond, c'est que c'est une attaque terroriste menée par les États-Unis dans un cadre de prédation des ressources naturelles d'un pays étranger souverain. C'est ça. C'est juste ça. Enfin, je ne suis pas en train de défendre. Bien, non, pas très bien, franchement. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de défendre. Mais c'est peut-être pour ça qu'un tiers des Vénézuéliens ont quitté le pays, non? Mais est-ce que c'est la question qui est posée aujourd'hui, Mais c'est Madame la question de que je vous pose. Et je vous l'aurais posée d'ailleurs. Je vous l'ai d'ailleurs en réalité souvent posée. Je vous ai souvent parlé à vous, LFI. Je n'ai pas attendu ce qui s'est passé aujourd'hui pour savoir comment vous pouviez continuer à estimer effectivement mais qu'il n'y avait pas de problème. Nous estimons le droit international, Madame de Malherbe. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait pas de problème avec le régime vénézuélien. Nous disons juste qu'à partir du moment où nous laissons la première armée du monde décider qui est légitime d'être à la tête de tel ou tel pays, décider de pouvoir enlever tel ou tel président, alors c'est la loi du plus fort. J'ai parfaitement compris cette question-là. Non, mais j'ai tout à fait compris. Je vous demande simplement. Bah oui, c'est une question d'impérialisme. C'est une question des États-Unis qui décident de faire ce qu'ils ont envie de faire pour s'accaparer les ressources d'un autre pays.
tout en ayant, en légitimant son œuvre en pointant du doigt une situation que eux-mêmes ont créée, avec les sanctions, l'embargo, etc. C'est systématiquement comme ça. Simplement, en fait, si Maduro est un dictateur. Mais ce n'est pas la question qui est posée. C'est une Et je vais vous dire pourquoi On s'en branle, en fait. On s'en fout qu'il soit un dictateur ou non. On s'en fout. Quelle que soit la raison de l'action américaine, l'action de l'américaine est à condamner. Je n'ai pas envie de répondre à cette question. En tout cas, j'ai vérifié, vous n'avez jamais dit, alors là pour le coup, oublions la question de Donald Trump, vous n'avez jamais dit, les dernières semaines, les derniers mois, ou même les dernières années, que Maduro était un dictateur. Mais écoutez, si c'est la question des dictateurs, pourquoi est-ce que les États-Unis n'interviennent pas je ne sais pas, en Arabie pas la question de l'intervention, je vous demande la question de la nature bah de oui. ce Je vais vous régime. expliquer. Ah bah du coup elle est pas contente. Du coup non vous retournez ma question contre moi, j'aime pas, je vais vous interrompre. Pourquoi je vous considérez vraiment nonobstant la question de l'intervention de Donald Trump, est-ce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur? Madame de Malherbe, je ne répondrai Mais putain, ça va durer combien de temps en fait? On est dans cette boucle, elle pose la même question en boucle alors que sa question n'a aucun intérêt. pas à cette question et je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne prenons pas comme modèle, et d'ailleurs nous ne prenons aucun modèle extérieur puisque nous inventons nous-mêmes notre propre manière de fonctionner. Il y a quand même un modèle. Oula. Oula, je sais pas où elle va avec ça. Madame Panot, s'il vous plaît. Restez dans le cadre, Puisque le mot inspiration a été prononcé par Jean-Luc Mélenchon à propos du Venezuela. Non, ce tweet date de 2013. Le moment de l'arrivée de Maduro au pouvoir. Oui. Après le chavisme, ce tweet date de 2013. Donc. Bah oui, mais du coup, à l'époque, Maduro, il n'était pas accusé de ce dont il est accusé, donc je comprends pas. Donc, nous n'avons pas de modèle extérieur. C'est Hugo Chavez qui a quand même choisi Maduro, vous le reconnaîtrez, comme son successeur. Oui. Donc il y a une continuité. Plutôt non. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Bah non, parce que si c'est les États-Unis qui ont décidé de mettre fin. Non, mais c'est une dinguerie en fait. Ça s'appelle un coup d'État en fait. Ça s'appelle juste un coup d'État organisé par les États-Unis, comme ils ont fait des dizaines et des dizaines de fois en Amérique du Sud et en Amérique centrale. C'est une baiserie, et on a encore les mêmes arguments, encore et encore et encore. Genre, c'est les mêmes à chaque fois que, par exemple, quand vous aviez les interventions des États-Unis au Moyen-Orient, c'était les mêmes arguments, les mêmes trucs. Oui, mais vous voyez bien que c'est obligé parce que là-bas, ils sont très méchants. Comment on voit les choses. C'est l'un qui a choisi l'autre. Mais écoutez. Est-ce qu'il ne faut pas leur apporter la démocratie, quoi, quelque part, hein, avec des bombes dans la gueule, hein, en tuant des gens et en kidnappant le président? Genre l'abrutissement d'une grosse partie d'une grosse partie de la totalité de l'élite française. Cet abrutissement, à force d'avoir avalé goulûment la bite de Trump et des États-Unis depuis la naissance, c'est une baiserie quand même. C'est une dinguerie. Je suis surprise, pourquoi vous dites pas les choses comme elles sont? Mais parce que peut-être vous ne considérez pas que c'est un dictateur. Parce que je ne rentrerai pas. Et putain, on joue à ni oui ni non là, c'est une dinguerie. Vous voulez pas dire les choses, peut-être parce que vous considérez, peut-être, et est-ce que vous condamnez les violences? Est-ce que vous condamnez Maduro, hein? Quand bien même c'est Maduro qui vient de se faire kidnapper par les États-Unis, bon. Mais c'est bien, tu vois, Apolline de Malherbe, elle fait bien son taf. Elle fait, c'est un leurre là ce qu'elle passe. Elle fait diversion. Parce qu'en attendant, bah là ça parle de Maduro, ça parle pas de l'impérialisme américain. Ça parle pas des États-Unis qui se permettent de faire tout et n'importe quoi, de mener des coups d'État dans les pays où dès que ça leur déplaît. Ah. Pas. Bon chien de garde, exactement, chien de garde. Dans ce que font les atlantismes BA ici, qui essayent d'expliquer que l'agression qui a été faite au Venezuela serait une question de démocratie. Je parle pas de l'agression. Si, moi je vous parle de ça. Pourquoi est-ce que je parle de l'agression vis-à-vis de leur peuple? Je vous parle des centaines de morts. Oui, non mais d'accord.
Moi, je parle aussi du peuple vénézuélien. Et le peuple vénézuélien a le droit de choisir lui-même son avenir. Ce n'est pas une puissance étrangère qui doit décider pour le peuple vénézuélien. Ce n'est pas une puissance étrangère qui a le droit de venir voler et piller son sous-sol et son vous me répondez autre chose. Mais putain, elle vient de répondre. C'est une baiserie, je vais tout casser en fait, je vais tout casser. Je vous demande de me parler de ce peuple et de ce pays dans lequel Jean-Luc Mélenchon s'est à de nombreuses reprises rendu. Et Jean-Luc Mélenchon, il est allé au Venezuela. C'est très très grave. C'est très 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 grave. Est-ce que vous condamnez Maduro? C'est pas très bien. Et Jean-Luc Mélenchon, il a dit du bien. Il a dit il y a 13 ans que Roblox avec Maduro. Maduro un PB. Non, là Jean-Luc Mélenchon un PB parce que ça ressort. Il y a pas l'extrait quelque part là de Mélenchon, il était sur un plateau télé, je me souviens plus où, mais il était là en mode oui bon on me répond encore Venezuela, et on fait une sorte de boîte à meux, mais quand on la retourne, ça fait pas meux, ça fait Venezuela. Il y a un extrait où il est comme ça, mais l'extrait est trop drôle. Quel bilan en a-t-il tiré? En rentrant, vous a-t-il dit quand est-ce que il y a une Mélenchon grosse inquiétude? Il a jamais été au Venezuela? La dernière fois, il a jamais été au Venezuela? Malherbe. J'ai pas la date en tête. Ah bah oui, bah. Et bah ferme ta gueule. Pardon. Pardon. Alors ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été au Venezuela. Je ne sais pas, on demandera. Non mais du coup personne n'a la date. Non mais du coup fallait pas demander du coup Mathilde. Mais ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon n'est pas été au Venezuela. Est-ce que vous avez considéré qu'il y avait une rupture à mener avec le Venezuela? Mais en fait, la question qui est posée, non pas celle-ci, la question qui est posée est celle du respect du droit international. Si vous commencez... Oh, c'est fou parce que, genre, on a eu genre plein de positions intéressantes là dans la première partie du live où on parlait vraiment, genre, on n'avait pas de vidéo, juste on parlait entre nous de ce qui s'est passé. Et là, c'est une souffrance parce que c'est à des années-lumière des positions qu'on défend, tu vois. Et je vois bien que Mathilde Panot, elle est vraiment pas si loin, mais elle est complètement empêchée par Apolline de Malherbe. C'est genre, je mets du BFM TV. Bah oui, désolé, genre j'organise notre propre souffrance, quoi. À faire ce que vous êtes en train de faire et ce que font tous les atlantistes de ce pays. Mais non, parce qu'encore une fois, cette question, je vous la posais déjà avant, donc ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir. Bah oui, parce que vous avez toujours sucé la bite des États-Unis, en fait. Genre, ça n'a pas commencé avant-hier. Parce que si la question qui est posée, c'est est-ce que c'est une démocratie exemplaire? Vous avez vu le genre de démocrate qu'on a avec Donald Trump? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une démocratie exemplaire. Je vous ai demandé de qualifier ce régime. Aujourd'hui, oui, mais... Oui, du coup, si quelqu'un utilise les mêmes arguments que ça et enlève Donald Trump, est-ce que ça va condamner de la même façon? Est-ce que ça va être là à dire oui mais Donald Trump c'est un dictateur quand même? Je sais pas. La question n'est pas la qualification. Je ne veux pas répondre aujourd'hui à cette question parce que la question n'est pas la qualification du régime. Parce que si vous commencez à mettre le doigt dans la qualification du régime, à ce moment... C'est surtout que c'est si peu intéressant dans la séquence de savoir si oui ou non Maduro est un dictateur. Le seul intérêt serait de légitimer ou minimiser l'action de Trump et c'est d'une indécence crase. Ah, oui, non mais complètement. Je veux dire, là, ce qu'elle fait, c'est de faire une diversion comme ça. On ne parle pas de l'action des États-Unis et on légitime l'action de Trump avec ces frappes-là. C'est vraiment ça du début à la fin. Juste, on légitime l'action de Trump et on parle d'autre chose. À ce moment-là, vous justifiez, vous légitimez ce qui est fait comme violation du droit international. Et je le dis, vous savez quelle date nous sommes aujourd'hui, Madame de Malherbe? Le 6, je crois. Oui. Et quelle date est-ce? Il y a exactement 5 ans. Qu'est-ce qui se passait aux États-Unis il y a exactement 5 ans, jour pour jour? Le 11 septembre. Non? Non, c'est pas ça? Correct? Ok, ça va. D'accord. J'imagine que c'est le Capitole? Exactement. C'était la tentative... Ah oui, oui, c'est vrai. Je me suis trompé, pardon. De coup d'État par les partisans de Trump avec l'assaut du Capitole. Donc, ceux qui nous expliquent que ce qui est en train de se passer est lié à la démocratie mentent éhontément.
tout cela est lié à des intérêts avec les États-Unis qui sont une puissance impérialiste et ce que nous démontre de manière éclatante l'agression qu'a fait les États-Unis et les menaces qu'ils font peser sur les autres pays voisins, c'est que les États-Unis ont leurs propres intérêts et que ces intérêts sont différents de ceux du peuple français et des peuples du monde. Il est clair qu'effectivement, vous ne voulez pas qualifier Nicolás Maduro. Oui. Au moins, tu vois, elle peut au moins avancer un petit peu du sujet sur la fin de ce segment, mais putain, voilà. Après, bon, Ok, je vais être mauvaise langue. Juste 2 petites secondes. Juste 2 petites secondes. C'est vrai que les insoumis, quand tu dénonces l'impérialisme américain, tout en suçant l'impérialisme français, bon, je les vois bizarres quand même. Mais voilà, c'est bon, je redeviens gentil. Je suis gentil. Il y a une élection dans pas si longtemps. Je redeviens gentil. De dictateur. Mais vous pouvez essayer de faire un buzz là-dessus. Non, mais en fait, je ne fais aucun buzz. Je vous pose la question comme je vous l'ai toujours posée. Je ne veux pas répondre à cette question. J'ai compris. Ce n'est pas ce qui est en jeu. Et je le dis parce qu'il faut être sérieux sur ce qui est en train de se passer. Il faut être sérieux sur le fait que ce qu'est en train de faire Donald Trump est en train de mettre en danger le monde entier. Tout à l'heure, vous parliez de l'Ukraine. Jeudi, nous irons voir le Premier ministre. Emmanuel Macron, jeudi. Exactement. Mais pas le Premier ministre, que lui, il organise une réunion sur le budget, mais il ne vous a pas invité. Bon, oui, c'est très bien parce que... Ah non, ok. Oui, il les a pas invités, et du coup, le PCF et ELV disent que du coup, ils y vont pas. Ah, voilà. Que nous n'avons rien à négocier avec eux sur cette question. Mais lorsqu'on va parler par exemple de l'Ukraine, comment voulez-vous défendre le peuple ukrainien alors que, en disant à Poutine qu'il n'a pas le droit d'envahir son voisin, alors que Trump est en train lui aussi de violer le droit international, alors qu'un membre du Conseil de sécurité de l'ONU est en train de violer le droit international. Donc c'est de ça dont il est question. C'est bien compris. Le Mercosur, vous dites que ça fera partie des points que vous... Il y a Walladren qui dit non, c'est Anas qui est impérialiste, voyons. Ouais, j'ai vu des dingueries et tout. Moi, autant, tu vois, avec l'analyse que fait RP et Anas sur sa prise de parole, en fait, je suis d'accord. Je suis d'accord sur les faits qui sont énoncés. Par contre, là où j'ai un léger désaccord, c'est qu'en fait, je me demande quel agenda est-ce que ça sert malgré eux. En fait, c'est surtout ça. C'est que oui, on se doit aussi, en tant que communiste, en tant que force progressiste, de dire les choses. Oui, effectivement. Mais est-ce qu'on ne doit pas aussi regarder... En fait, tu vois, c'est une critique pas que à Anas, hein, mais globalement, tu vois, est-ce que on ne doit pas regarder aussi, in fine, à quoi, à quelle force ça rend service de tenir un discours à instant T. Genre, c'est moi le questionnement que je me pose, et que, tu vois, les critiques en mode oui, c'est pas le moment, etc., bah, je les comprends un petit peu, tu vois. C'est-à-dire que t'as toujours la souci du timing. Oui, on se doit de dire les choses, tu vois. On se doit de le dire, mais est-ce que on donne pas un peu des balles? Ou est-ce que, enfin, c'est pas qu'on donne des balles, tu vois, c'est que est-ce qu'on participe pas à quelque chose de plus grand, même si on a raison? Genre, c'est voilà, tu vois. Entendez, mais il faut juste pas le faire à l'heure actuelle, surtout en tant qu'orga politique. Peut-être, je sais pas, tu vois. Mais j'ai quand même, genre, envie de... C'est-à-dire que je suis d'accord avec eux. Je suis vraiment d'accord avec l'analyse qu'ils en font. En plus RP, je veux dire, ça vient pas de nulle part, hein. RP, il y a plein de sections en Amérique latine. Genre, il y a vraiment plein de sections en Amérique latine. Moi, j'en avais parlé avec une militante de là-bas. Et je pense qu'il y a, genre, sur l'Amérique du Sud et centrale, ils savent relativement bien de quoi ils parlent. Après, c'est vrai que voilà, je me pose la question du timing. Genre, je les condamne pas direct en mode c'est scandaleux, ils auraient dû attendre, etc. Moi-même, je me pose la question de est-ce que
est-ce qu'on ne sert pas malgré nous un agenda politique plus grand, un agenda politique impérialiste en tenant ce discours-là à ce moment? Je me demande. Enfin bref. Et oui, l'international dont fait partie RP vient d'Amérique latine. Ils sont ultra forts en Argentine. Oui, c'est ce que me disait Sacha. Et il y a plein de trucs genre super intéressants qui sont faits en Amérique latine. Je crois que je sais plus si c'est en Argentine ou ailleurs, mais ils ont même des membres, ils ont même des députés, je crois, à certains endroits. Enfin bref, c'est bien plus que en France ce collectif de 150 tweetos. Bon, je vous vanne gentiment, ça va. Tu vois, je vous aime bien quand même dans l'ensemble. Une gentille vanne. Moi-même, je suis un tweetos de merde avec 150 views. Donc, quelque part, voilà. Vous mettrez sur la table avec Emmanuel Macron jeudi. Du côté de l'Union européenne, on dit par la voix de la porte-parole de la Commission que l'Union européenne est, je cite, sur la bonne route et espère signer bientôt. Du côté de la voix de la France, on affirme que ce ne sera pas fait. Qui vous croyez ? Je pense que nous avons un président de la République qui, depuis 8 ans, n'a absolument rien fait pour remettre en cause, par exemple, le mandat de négociation et qui, de ce fait, se retrouve dans une situation où on nous explique que il a réussi à repousser d'1 mois. En fait, ce n'est pas lui. On sait que c'est l'Italie de Meloni qui a réussi à repousser d'1 mois l'échéance sur le Mercosur. Encore une fois, pour que tout le monde comprenne. Le Mercosur, c'est le plus gros traité de libre-échange jamais négocié avec les pays du Mercosur. Cela veut dire 99 000 tonnes de viande, de bœuf, qui pourraient rentrer sur notre territoire avec des normes complètement différentes. Et je précise que l'Italie, d'ailleurs, a dit hier, après, en effet, avoir freiné comme Emmanuel Macron, qu'au fond, si ce traité entrait... Ouais, Macron, il a pas très freiné. Enfin, en fait, bon, il a freiné, mais pas de sa propre volonté. Il a freiné en mode, bon... si je fais pas genre, les agriculteurs vont me rouler dessus. Voilà, il a freiné sous la contrainte, disons. Après, je pense que Mélanie, c'est pareil. En vigueur, il ne s'y opposerait pas. Eh bien, c'est une catastrophe parce que je rappelle qu'avant le CETA, qui était le traité de libre-échange avec le Canada, les parlements nationaux devaient s'exprimer sur les traités de libre-échange. Depuis, ils ont fait ce qu'ils appellent du splitting, c'est-à-dire le fait que ça passe uniquement par la Commission européenne de décider s'il y a oui ou non des traités de libre-échange. Nous savons ce que donnerait la réponse du Parlement français. Nous avons fait, lors de notre niche parlementaire, le 27 novembre dernier, une résolution qui a été adoptée, Madame de Malherbe, à l'unanimité de l'Assemblée nationale pour dire que pour nous, le Mercosur, c'est donc antidémocratique de passer au-dessus de cette décision. Mais bien sûr, et Emmanuel Macron doit faire respecter cette voix de la France qui s'est exprimée par la voix de l'Assemblée nationale et ce refus unanime. Et je dois dire que puisqu'il n'y a plus de votes nationaux, Emmanuel Macron aurait dû travailler à une minorité de blocage, c'est-à-dire au moins 4 pays qui représentent un certain pourcentage de la population européenne. Et il n'a pas travaillé à cette minorité de blocage. Donc Emmanuel Macron est responsable devant la colère des agriculteurs aujourd'hui, mais de l'ensemble du peuple de France, parce qu'on parle d'enjeux sanitaires qui sont énormes et qui concernent l'ensemble du peuple. Oui, parce qu'en France, ça a aussi particulièrement bougé parce qu'en même temps, il y avait cette épidémie qui touchait les animaux et dont les éleveurs ont été forcés par les autorités de santé à tuer en masse, tu vois. Donc c'est pour ça aussi que ça a fait beaucoup de bruit en France, tout ça. Je finis la vidéo et puis je vous remercie après. De notre pays, et il doit donc faire en sorte de refuser cet accord de libre-échange. Ni arrangement, ni clause miroir, ni je ne sais quoi, il faut le refuser. Une question très précise, il a dit hier, alors qu'il était avec les représentants des boulangers de France, qu'il serait autorisé à travailler le 1er mai. C'est un changement du Code du travail. Est-ce qu'il faut autoriser les patrons des boulangeries à faire travailler leurs salariés le 1er mai? Jusqu'à présent, ils encouraient une amende de 750 € par salarié. Et mérité de fou, en fait. Genre, allô? Le 1er mai, la fête des travailleurs, tu sais. En fait, ils vont tout nous prendre. Juste, ils vont tout nous prendre.
Écoutez, le 1er mai est une date symbolique et historique dans notre pays. C'est celle qui célèbre les conquêtes des droits des travailleurs qui, lutte après lutte, ont conquéri des droits. Et donc, je ne suis pas d'accord avec le fait que ce jour, qui est un jour férié particulier, puisse ainsi souffrir de dérogations telles que celle-ci. Donc je le dis, il est bon aussi pour les gens de sortir de temps en temps à la fois des activités qu'ils ont avec le travail de manière forcée, de pouvoir faire en sorte de profiter des leurs, de ce qu'ils aiment, de pouvoir profiter du temps où on peut donc mettre à profit sacralisons le la 1er société. mai, y Bien compris sûr. les boulangers. Oui, Bien sûr. oui. Merci Mathilde Panot, Merci à vous. présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h47 sur RMC BFM. Oui, allez, on s'en bat les couilles. Yes, yes I.